Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 mai 2016. Le soutien et les encouragements de Roch-Marc Christian Kaboré aux militaires en formation à Cambouensen dans le cadre de l'exercice Western Accord 2016. Le président du Faso a réaffirmé la nécessité pour les Africains d'assurer par eux-mêmes leur sécurité sans exclure le partenariat avec les forces occidentales. Face à la hausse de la demande énergétique, le ministre en charge de la question appelle les grands consommateurs d'électricité à une gestion rationnelle de l'énergie. Les industriels et les hôteliers sont également invités à investir dans les énergies renouvelables. Et puis au Brésil, la présidente Dilma Rousseff va être remplacée par le vice-président Michel Temer. Les sénateurs ont voté en faveur de la procédure de destitution de la présidente. Dilma Rousseff dénonce un coup d'État et appelle ses partisans à rester mobilisés. À la veille de la clôture de l'exercice Western Accord 2016 qui regroupe à Cambouensen des militaires d'une vingtaine de pays pour des entraînements de haut niveau, le président du Faso s'est rendu sur place pour encourager et féliciter les 300 militaires. L'objectif de cet exercice est d'accroître l'interpolarité des armées africaines et leur permettre de conjuguer leurs capacités pour opérer ensemble. Le reportage est de Issa Kafando et Jérémy Sie Koulibaly. Roch-Marc Christian Kaboré sur le site de l'exercice Western Accord. Le président du Faso est venu prendre la mesure des stratégies opérationnelles pour faire face à une crise urgente à laquelle les pays de l'espace CEDEAO viendraient à être confrontés. Le but de l'exercice, renforcer les capacités des forces en attente de la CEDEAO pour leur permettre de soutenir plus efficacement les mandats de maintien de la paix et de la stabilité dans l'espace communautaire. Je voudrais dire donc qu'il est important que l'ensemble des forces, aussi bien africaines de notre sous-région que nos alliés, nous puissions mener des exercices qui nous permettent d'être opérationnels le plus rapidement possible. Et dans ce sens-là, je crois qu'il faut saluer cet exercice, souhaiter sa continuation et souhaiter que chaque pays qui participe, justement, en tire les bons enseignements pour une meilleure organisation de son armée. Puisque l'objectif en final, c'est de permettre également aux Africains d'assurer eux-mêmes leur propre sécurité. Plus de 20 pays participent au présent exercice, placé sous l'égide de l'armée américaine et financé à hauteur de 400 millions de francs CFA par le gouvernement des États-Unis. C'est le 5e rendez-vous de ce type, organisé par l'armée américaine avec ses partenaires européens et ceux de la CEDEAO. À Cambouensen, théâtre des opérations, il est surtout question de perfectionnement des cadres participant au poste de commandement. Une douzaine d'officiers burkinabés sur les 92 Africains sont de l'exercice Western Accord 2016. Le Burkina Faso qui justement pourrait réduire de 3 à 2 ses missions de maintien de la paix sous mandat des Nations Unies. L'information a été confirmée par le général Pengronoma Zagri, le chef d'état-major général des armées, qui annonce l'envoi prochain d'une unité de gendarmerie de 140 hommes à Gao au nord Mali. Motive cette réduction du nombre de contingents par la nouvelle donne sécuritaire auquel le pays doit faire face. Mais pour ce qui est de la prise de décision, la balle est dans le camp du politique. Et puis le commandement de l'exercice militaire Western Accord était au palais de Kosiam cet après-midi. Il est allé faire le point de la formation et remercier les autorités burkinabées pour le bon déroulement des opérations. Paul David Bambara, Monkoun Dabiré. Accompagné des chefs d'état-major de la CEDEAO, le commandant adjoint de Western Accord, le général Kenneth Moore, est allé rendre compte au président du Faso du déroulement de l'exercice militaire Western Accord en cours au Burkina Faso. Conduite par l'armée de terre américaine, cette formation a permis d'accroître les capacités techniques de 250 soldats de 20 pays sur les questions de maintien de paix. Il s'agit de renforcer les capacités des armées de la sous-région CEDEAO
et développer leurs capacités, surtout en matière de maintien de la paix. Et pour cet exercice spécifique, nous avons fait un réplica de la situation au niveau de la mission MINUSMA au Mali. Et je viens de rendre compte au chef de l'État que l'exercice en tout cas fut un succès. Au regard donc du succès de la mission, le général américain a manifesté le désir de sa structure de travailler avec le Burkina Faso dans d'autres cadres de coopération, notamment pour la lutte contre le terrorisme. On reste au palais présidentiel. Une délégation de l'Union européenne conduite par le secrétaire général adjoint chargé de la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne a été reçue cet après-midi par le président du Faso. Le chef de l'État s'est également entretenu avec les responsables du groupe Tova et Al-Naria. Ils sont venus présenter leur projet commun de traitement d'eau. Adama Giti, Dramandadia. L'eau potable se fait de plus en plus rare dans la capitale burkinabé. Le milieu rural n'est pas non plus épargné. Face à cette pénurie d'eau, le groupe burkinabé Al-Rania et son partenaire américain Tova se proposent d'apporter leur expertise. Rendre toute eau potable et accessible aux Burkinabés, même dans les zones les plus reculées. Donc avec cette technologie, ce n'est plus l'eau potable. Ce n'est plus pour l'eau potable pour tous, ce n'est plus pour l'horizon 2020, mais c'est pour maintenant. Parce que c'est une technologie qui est en mesure de traiter toutes sortes d'eau usée. Elle fonctionne avec l'énergie solaire. Le Burkina fait des questions sécuritaires sa priorité, ce qui est à encourager selon cette délégation de l'Union européenne. Pedro Serrano a donc fait escale au palais de Kosian pour parler coopération. Et ce dans le cadre de sa tournée dans les 5 pays du G5 Sahel. Il y a beaucoup d'angles dans cette coopération, des missions de formation des militaires, des missions de formation de police. Et nous voulons voir comment nous pouvons utiliser ces missions pour former aussi d'autres pays dans la région, et notamment le Burkina Faso. Et c'est de ces questions-là que nous avons discuté avec le président. Pour le renforcement de la sécurité internationale, dit-il, les pays du G5 Sahel, dont le Burkina, sont invités à Bruxelles en mi-juin pour une réunion ministérielle avec les pays de l'Union européenne. Le Premier ministre Paul Kabatieba a reçu aujourd'hui en audience une délégation du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile au centre des échanges, l'emploi des jeunes, les projets de développement des femmes et la question de l'insécurité. Le point avec Roger Kam et Lazare Pouya. Ils sont tous les représentants du cadre de concertation des organisations de la société civile. Reçus en audience, ils ont échangé avec le chef du gouvernement Paul Kabatieba sur plusieurs questions d'intérêt national. Il a été question de la question de l'employabilité des jeunes, les projets de développement des femmes et des jeunes, et le volet économique, le problème de Korluego. Sur le côté Korluego, on n'a pas beaucoup senti le Premier ministre. Et les projets de développement des jeunes et des femmes qui ne se pointent pas à l'horizon, on a discuté de cela. Les volets économiques, et donc c'est de tout ça qu'on a parlé. Sur toutes ces questions, la porte-parole du cadre de concertation des OSC dit avoir eu une oreille attentive de la part du Premier ministre. Nous avons reçu une oreille attentive et le Premier ministre nous a rassuré que c'est vrai qu'il fait le travail, il travaille mais il n'y a pas de visibilité, nous l'avons demandé en tout cas parce que le peuple burkinabé a besoin de voir. On a besoin de voir ce qui se passe parce que le peuple, aujourd'hui, la population ne se retrouve pas en quelque sorte. Et la population a besoin de réponses. Il faut que les aspirations du peuple, qui sont si grandes, il faut que le peuple arrive en tout cas à se retrouver. Le cadre de concertation des OSC du Burkina compte près de 300 associations. 4 ministres étaient ce matin face aux journalistes pour le point de presse du gouvernement. Les échanges se sont surtout focalisés sur l'opérationnalisation de la loi 081 et les problèmes d'accès à l'eau potable dans la ville de Ouagadougou. Selon le ministre en charge de l'eau, son département a besoin de 500 milliards de francs CFA pour atteindre l'objectif zéro corvée d'eau à l'horizon 2020. Le ministre en charge des infrastructures a présenté
un programme de réhabilitation des routes dans les grands centres urbains du Burkina. Ismaël Diloma Sirima. Pour atteindre l'objectif zéro corvée d'eau d'ici à 2020, le ministre en charge de l'eau dit avoir besoin de 500 milliards de francs CFA. Le problème se trouve au niveau des ouvrages et des infrastructures de production de l'eau potable. C'est très complexe. La station de traitement, c'est l'usine de l'eau. Et ça fait l'essentiel du coût. Ça, c'est un. Deuxièmement, les canalisations pour amener l'eau jusqu'à Ouaga, ça coûte extrêmement cher. Et quand nous parlons national. Nous ne parlons pas seulement de Ouagadougou. Ouagadougou n'est qu'une ville parmi tant d'autres. Et selon Ambroise Ouedraogo, le programme d'urgence eau potable et assainissement lancé en fin mars sur l'ensemble des 13 régions à hauteur de 8,7 milliards de francs CFA devrait réellement commencer d'ici fin juin. Vous noterez, j'ai dit ça fait à peu près 44 jours que ce programme a été lancé. Tout le monde sait que les délais moyens d'attribution des marchés, c'est la procédure normale dans notre pays, tournent autour de 140 jours. Quant au ministre des Infrastructures, il a annoncé un besoin de 18 milliards de francs CFA pour l'entretien des routes du pays. Il a également présenté un programme pour les grands centres urbains. Pour réhabiliter le boulevard des Tansoba dans sa section entre l'échangeur de Ouaga 2000 et l'échangeur de l'Est, c'est-à-dire la circulaire qui passe devant le CIAO et devant l'hôpital pédiatrique. Et puis il y a le grand projet de contournement de la ville de Ouagadougou. C'est un projet de 125 km dont les études sont également achevées. Donc il s'agit d'une nouvelle circulaire. Les questions de reversement des agents de la fonction publique, conformément à la loi 081, ainsi que leur impact sur les bulletins de salaire, ont été évoqués. Pour certains, c'est peut-être plus de 10 ou 15% même de gains sur leur ancienne rémunération. Ou même plus peut-être, hein. Ça dépend donc des situations. Pour d'autres, peut-être ce sera moindre, ça dépend de là où on était. Quant à l'effectivité de la mesure, le ministre affirme que la suite est entre les mains des services techniques concernés. Maîtriser la consommation d'électricité et utiliser les énergies renouvelables, c'est le message du ministre en charge de l'énergie aux grands consommateurs d'énergie que sont les industries et les établissements hôteliers. Le ministre dit ça. Pour le ministre dit ça, ces mesures sont nécessaires pour rationaliser la consommation d'énergie dans le contexte actuel. La rencontre entre le ministre, les hôteliers et les industriels s'est tenue ce matin à Ouagadougou. Souleymane Sanou, Drissa Séré. Efficacité de l'énergie et utilisation des énergies renouvelables, ce sont deux points clés que le ministre en charge de l'énergie essaie de mettre en œuvre depuis son arrivée à la tête du département de l'énergie, des mines et des carrières. Il a décidé de rencontrer les industriels et les hôteliers, gros consommateurs d'énergie, pour leur demander de développer des stratégies afin de minimiser leur consommation d'énergie tout en s'orientant vers les énergies renouvelables. Nous leur avons dit que ces choix sont des choix qui nous permettent tous de gagner. La Sonabel gagne parce que ça va permettre donc à la Sonabel de pouvoir maîtriser le système global d'exploitation et donc réduire les coupures d'électricité comme on le constate déjà actuellement. Mais aussi ils gagnent parce que moins de coupures suppose donc que leur système peut fonctionner et à moins de ruptures dans leur fonctionnement, ce qui va beaucoup jouer sur leur chiffre d'affaires. Mais également, nous leur avons dit que nous les encourageons à aller également vers les énergies renouvelables, notamment le solaire, qui va leur permettre, il ne reste que pour l'éclairage et la ventilation, de pouvoir donc réduire leurs factures d'électricité. Les industriels et les hôteliers de la capitale ont bien apprécié les réformes entreprises par le gouvernement pour améliorer l'accès des populations à l'énergie. Ils sont cependant préoccupés par les coûts d'accès à l'énergie solaire. Pour le ministre en charge de l'énergie, en plus du plaidoyer auprès des banques, le gouvernement travaille à l'accompagnement des opérateurs économiques avec la création de la direction de l'efficacité énergétique et l'Agence nationale des énergies renouvelables.
Pour une décentralisation réussie, l'État a décidé de transférer un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales. Les domaines concernés vont du social à l'administration territoriale. Le processus de transfert des compétences est toujours en cours. Des éclairages avec Sibidi Issa Lankwande. La gouvernance locale exercée par les collectivités territoriales s'accompagne d'une cession par l'État d'un certain nombre de domaines de compétences à exercer. Par décret ou par loi, l'État cède une partie de ses compétences à la collectivité pour gestion. Il s'agit du domaine du préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'alphabétisation. Ensuite, il y a le domaine de la santé et le domaine de la jeunesse, de l'emploi, des sports et loisirs. Et ensuite, il y a eu le domaine de l'eau potable et de l'assainissement qui s'est ajouté. À partir de 2014, le transfert de compétences va s'élargir à d'autres domaines, portant le tout à 11 et octroyant ainsi de nouveaux champs de compétences aux municipalités. Vous allez retrouver les 4 premiers domaines, mais on peut y ajouter des domaines comme l'environnement et la gestion des ressources naturelles. On peut ajouter la gestion du foncier urbain comme rural, qui peut également citer la gestion des marchés, des abattoirs et des foires. Le transfert de compétences à lui seul ne suffit pas pour leur plein exercice. Cela doit également s'accompagner de moyens. Qui parle de ressources parle bien sûr de ressources financières, mais aussi de ressources humaines, parce que c'est à ce prix qu'on peut effectivement exercer ces compétences-là. Et nous pensons qu'à ce niveau, il y a certainement des efforts qui ont été faits, mais beaucoup reste encore à faire. L'effectivité du transfert des compétences et de ressources marquera la réussite du processus de décentralisation, mais cela demande aussi une optimisation. On peut prendre au moins 3 considérations. D'abord, est-ce que les ressources qu'on met à la disposition de ces collectivités-là, est-ce que c'est effectif ou pas? Ensuite, est-ce que ces ressources-là parviennent effectivement au niveau des collectivités comme il se doit? Ensuite, à quel moment ça parvient? Enfin, il y a aussi un aspect non moins important. Dans quelles conditions on peut faire usage de ce qui vous est donné? Même en exerçant pleinement les compétences à elles transférées, les collectivités territoriales auront toujours besoin de l'appui de l'État, dont la mission régalienne reste la bonne administration de la politique de gouvernance et surtout sa cohérence. Les élections municipales du 22 mai approchent à grands pas. Les populations des zones non loties de la ville de Bobo-Dioulasso attendent beaucoup des conseils municipaux qui seront installés à l'issue de ces élections. Au premier rang des attentes, les lotissements, l'eau potable et la construction d'infrastructures socio-éducatives. Hassan Gouragou, Moussa Sanon. Zone non lotie du secteur 29 de Bobo-Dioulasso, Belleville. Ici, les services sociaux de base sont quasiment absents. Pas d'eau potable, pas d'école, pas de centre de santé, encore moins d'électricité ou de routes de bonne qualité. Aminatou Emma est une habitante de ce quartier précaire. Elle vit au quotidien la misère aux côtés de ses parents. Les difficultés qu'on rencontre ici sont les problèmes de maternité à cause des dispensaires qui ne sont pas si proches ici. Après, les problèmes d'eau. Ensuite, à cause de l'alimentation, le marché n'est pas si près. Le lotissement de la zone non lotie du secteur 29 de Bobo-Dioulasso, tout comme Aminatou Emma, beaucoup d'habitants du quartier le souhaitent de tous leurs vœux. S'il y a lotissement, cela peut amener beaucoup de changements. La réalisation des infrastructures comme les routes, les écoles. Nous, notre souhait est que cela se fasse vite et que les résidents des non-lotis aient des parcelles pour continuer à vivre. Nous voulions qu'en cas de lotissement, que les résidents soient privilégiés. Après eux, les autres demandeurs peuvent être satisfaits. Si ce n'est pas fait ainsi, il y aura des problèmes. Des problèmes, c'est le cas déjà dans cette partie du secteur 26 de Bobo-Dioulasso, Sarfalao. Dans ce quartier, autorités communales et populations résidentes ne se sont pas entendues jusqu'à la suspension des opérations de lotissement en 2015. Toujours c'est des problèmes. Il y a d'autres qui sont eu, ils veulent construire, il y a d'autres qui ne sont pas eu. Ils sont là. Il y a d'autres qui sont eu même, mais ils veulent beaucoup. Ou lui qui a eu un, ou lui de Doubré avait un, qui veut 10.
pour dire maintenant, lui qui n'a pas eu, il n'a qu'à venir te soutenir pour que tu vas gagner 10. On connaît tout ça aussi. C'est ça qui a un autre problème aussi. Il y a d'autres qui sont commencés à payer avec la propriété des terres et veulent commencer à construire. Il y a d'autres qui sont là, ils disent que non, c'est pas bon, tu vas construire. Ils ont été décassés. Beaucoup de problèmes dans les quartiers non lotis de Bobo-Dioulasso. Pour les populations, il est temps que des solutions soient trouvées et pour beaucoup, les conseils municipaux issus des prochaines élections auront leur carte à jouer. La politique nationale de protection sociale a bientôt doté d'un registre unique des personnes vulnérables. Les membres du Conseil national pour la protection réfléchissent sur la question à la faveur de leur 4e session. Le point avec Roger Kam et Yolande Lompo. Après la mise en place du dispositif institutionnel de pilotage de la politique nationale de protection sociale, le gouvernement burkinabé s'engage à tenir un registre national des personnes vulnérables et à étendre la protection sociale aux acteurs du monde rural, mais aussi à ceux de l'économie informelle. Pour le moment, nous allons cibler 3 communes. La commune rurale de Séguénéga, la commune urbaine de Manga et enfin l'arrondissement 3 de Bobo. Mais avec l'ONG Oxfam, nous sommes en train de voir au niveau du centre nord si nous pouvons adjoindre 2 communes rurales. Ainsi, un certain nombre de mesures fortes dans les secteurs prioritaires de l'emploi, de l'enseignement, de la santé, de l'eau et de l'assainissement ont été prises afin de faire de la protection sociale une réalité au pays des hommes intègres. Cette 4e session offre donc l'occasion aux membres du Conseil de prendre connaissance des résultats des réflexions sur le profil type du ménage vulnérable au Burkina Faso. Nous avons utilisé les données de 2003, de 2009 et de 2014. Nous avons essayé de voir quels sont les traits caractéristiques de la vulnérabilité en ces données-là. Et nous avons extrait ces traits caractéristiques qui constituent pratiquement 25 critères que nous avons tenté de construire autour d'un modèle qui va nous permettre, à travers les données, les informations que nous allons collecter sur le terrain, de déterminer les ménages qui vont vraiment figurer sur le registre unique. Adoptée en décembre 2012 en Conseil des ministres, la politique nationale de protection sociale est soutenue financièrement par l'UNICEF. En prélude à la célébration de la Journée internationale des familles célébrée chaque 15 mai, l'ambassadrice de paix Mo Ngoma Ilboudo a rendu visite hier aux familles des victimes des événements qui ont endeuillé le Burkina Faso ces dernières années. Objectif, leur apporter un réconfort moral et les inviter à prendre part à l'hommage qui sera rendu aux victimes le 15 mai. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nébier. En prélude à la célébration de la Journée internationale des familles le 15 mai 2016, l'ambassadrice de paix Mo Ngoma Ilboudo rend visite aux familles des victimes des différents événements douloureux qui ont frappé le Burkina ces dernières années. Des familles des victimes de l'insurrection aux familles des victimes des attaques djihadistes en passant par celles du putsch manqué, Mo Ngoma Ilboudo a apporté un réconfort moral. Avec cette philosophie, nous voulons vraiment propager partout où se trouvent nos frères et sœurs pour qu'ils s'imprègnent que la famille, c'est vraiment l'institution de base. Une journée qui sera célébrée non seulement avec les vivants, mais aussi avec les victimes décédées, car selon elles, leur esprit demeure parmi les vivants. L'être humain n'est pas seulement matériel, mais l'être humain est spirituel. Alors, quand un des entités, c'est-à-dire qu'une personne de la famille, arrive à partir dans l'au-delà, c'est son corps qui est parti, qui est enterré. Mais je vous rassure que son esprit reste et il demeure le membre de la famille. C'est pourquoi, étant que membre de la famille du Burkina Faso, nous voulons célébrer la Journée internationale des familles, non pas seulement nous qui sommes vivants, mais même avec eux qui sont partis. À ces familles, elle a expliqué le bien fondé de la célébration de cette journée. Une célébration au cours de laquelle l'accent sera mis sur la culture de la paix dans les familles, car, dit-elle, la durabilité de la paix dans un pays dépend de celle des familles.
Il y a 3 jours, en plein exercice de ses fonctions, le policier Rasmané Dessongo a été fauché par un motocycliste. Il est depuis sous traitement à l'hôpital. Retour sur les faits et sur le travail abattu par les policiers sur le terrain pour assurer la sécurité des usagers de la route et réguler la circulation. Nongba Kouda, Rutbini Ouattara. C'est ce qui reste du sang perdu par Rasmané Dessongo, le policier en fonction renversé le mardi 10 mai par un motocycliste en infraction. Amado Ouedraogo est mécanicien aux abords de cette route qui traverse les 1200 logements. Il a été témoin de l'accident. Il n'a pas respecté le feu tricolore et le policier a voulu l'arrêter. Il a d'abord ralenti, puis a foncé sur le policier et l'a renversé. Un autre usager lui a fait signe de s'arrêter, mais il a poursuivi son chemin. Le policier blessé est toujours en soins à l'hôpital Blaise Compaoré et son état reste stationnaire selon les responsables de l'hôpital. Le comportement du contrevenant, lui, a provoqué une indignation générale. Il faut montrer à la population que le développement et la démocratie n'est pas un désordre. C'est ça. Le désordre ne peut pas mener le Burkina quelque part. C'est vraiment dommage. Tout ça, c'est dû à l'incivisme en fait, de la population en matière de circulation. Ces gens sont là, c'est pour notre vie. Il va falloir qu'on les respecte. À l'image de Rasmané Dessongo, ils sont en moyenne 140 policiers de la Direction régionale de la sécurité routière du centre à offrir leur aide par jour pour fluidifier le trafic à Ouaga et réduire le nombre des accidents. L'auteur de l'infraction, lui, court toujours dans la nature. Le contrevenant n'a pas été formellement identifié, ce qui pose un problème. Sinon, généralement, dans ces genres de situations, la procédure judiciaire est engagée d'office. Dès qu'on mettra la main sur ce contrevenant, en tout cas, il va sans dire qu'il va répondre devant les instances judiciaires. La police espère mettre rapidement la main sur cet individu dont les motivations restent jusque-là inconnues. C'est une première dans l'histoire du Brésil. Le Sénat a voté pour l'ouverture d'une procédure de destitution de Dilma Rousseff pour crime de responsabilité. La présidente est ainsi mise à l'écart et sera remplacée par le vice-président Michel Temer. Au Brésil, c'est une Dilma Rousseff combative, déterminée, qui s'est exprimée après sa mise à l'écart du pouvoir suite au vote du Sénat approuvant l'ouverture d'une procédure de destitution pour crime de responsabilité. Elle appelle les Brésiliens à se mobiliser contre ce qu'elle appelle un coup d'État. Quand un président élu est chassé pour un crime qu'il n'a pas commis, dit-elle, le nom pour cela dans le monde démocratique, ce n'est pas l'impeachment, la mise en accusation, c'est un coup d'État. C'est une procédure fragile, juridiquement inconsistante, une procédure injuste lancée contre une personne honnête et innocente. La lutte pour la démocratie n'a pas de date limite. C'est un combat permanent qui exige de nous tous un dévouement permanent. Dilma Rousseff est accusée de maquillage des comptes publics. À l'instar des députés, les sénateurs brésiliens ont approuvé à une large majorité l'ouverture de la procédure de destitution. Conséquence, Dilma Rousseff est écartée de la présidence pendant 180 jours maximum en attendant le jugement final des sénateurs. Elle est remplacée temporairement par le vice-président Michel Temer. Dilma Rousseff a estimé que l'arrivée d'un gouvernement non élu constituait le plus grand risque pour le Brésil. L'adoption du décret de l'opérationnalisation de la loi 081 portant statut général de la fonction publique d'État et la situation en République démocratique du Congo sont les sujets qui font la une des journaux. La revue de presse, c'est avec Aimé Solange Guigma. À propos de l'application de la loi 0421, le pays nous informe que le décret de l'opérationnalisation de la loi a été adopté en Conseil des ministres, tenu ce mercredi 11 mai 2016 en séance ordinaire. Même si l'adoption de ce décret précise Sidoya est une avancée dans l'application de la loi 081, le ministre en charge de la fonction publique Clémence Ouedraogo a relevé qu'un travail technique doit être entrepris au préalable.
Il se fera, précise-t-il, au niveau des directions des ressources humaines, des ministères et de la solde. À l'entendre toujours dans les colonnes de Sidoya, l'incidence financière de cette loi est estimée à 20 milliards 800 millions de francs CFA et un rappel est applicable à compter du 1er janvier 2016. Enfin, vers un relèvement du VIM Kwega, s'exclame aujourd'hui au Faso. Actualité internationale, aujourd'hui au Faso nous apprend qu'en RDC, la Cour constitutionnelle autorise le pouvoir à vie pour Kabila Junior. Pour le pays, elle n'a pas rendu service au peuple congolais, car elle consacre la destruction de la cohésion sociale congolaise et donne en même temps la preuve qu'elle est au service d'un homme. C'est également un coup dur pour l'opposition selon l'observateur Palga. Dans tous les cas, Martel Lopes, il y a longtemps qu'on le voit venir avec ses gros sabots dynastiques. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.